Alors avant d'entamer le cours d'aujourd'hui, permettez-moi de vous offrir tous mes vœux pour 2026, à vous qui êtes présents dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre et qui avez bravé le froid pour venir ici, et puis à vous, encore plus nombreux, qui regarderez cette vidéo dans quelques jours. Après avoir dressé le portrait de trois villes occidentales, Ratsor et Byblos, puis Katna, nous voici arrivés à Alep, dont le nom est en fait Halab, dans l'Antiquité comme de nos jours, mais je garderai la version francisée de ce toponyme. De manière assez exceptionnelle, le pays dont Alep était la capitale portait un nom différent. Il s'agit du Yamhad. La documentation sur ce royaume est importante, tellement que j'ai dû une nouvelle fois modifier le découpage des cours, et donc nous en consacrerons deux au royaume du Yamhad et à certains de ses voisins immédiats. Et cela nous permettra de dresser les portraits de plusieurs rois alépins et de personnes de leur entourage. Alep se présente de façon paradoxale. D'un côté, les fouilles n'ont jusqu'à présent rien révélé qui date de l'époque qui nous intéresse. Le cœur de la vieille ville est occupé par la célèbre citadelle qui couronne une colline de 50 mètres de haut. Sa base mesure 450 mètres sur 325, son sommet 285 sur 160, et les recherches archéologiques sont limitées par les magnifiques constructions médiévales et moins magnifiques les constructions postérieures, notamment un amphithéâtre en béton qui a été construit en 1980. Un bas-relief avait été mis au jour sur la citadelle en 1930 par Georges Ploix de Rotrou, qui était inspecteur du service des antiquités du temps du mandat, et à partir de 1996, une équipe syro-allemande a entrepris des fouilles en profondeur de plus grande envergure. En dépit des contraintes topographiques que j'ai évoquées, elles ont permis de retrouver les vestiges du temple de la divinité principale d'Alep, le dieu de l'orage Haddou, connu plus tard par son épithète Baal. Les 12 reliefs alors mis au jour sont tout à fait remarquables, mais ils remontent seulement à la fin du deuxième millénaire. On ignore où pouvait se trouver le palais. On suppose par ailleurs que la ville était située au pied de la citadelle, mais rien n'en a été découvert jusqu'à présent. Alep est donc une ville dont on connaît peu de choses directement. Et pourtant, on a affaire au royaume qui est le plus documenté du point de vue de la chronologie. Nous verrons en effet qu'on a affaire à une dynastie fondée par Soumouépur à la fin du XIXe siècle et qui s'est poursuivie jusqu'à l'arrivée des Hittites dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le gros avantage que présente Alep, c'est donc la longue durée pendant laquelle on peut suivre la dynastie qui occupa le trône, grâce au texte de Marie avant tout, mais aussi d'Al-Alar et désormais également de Tel-Leilan. Nous allons faire aujourd'hui le portrait des deux premiers rois connus, Soumouépur, puis son fils et successeur Yarimlim, qui est mieux connu que son père. Et pour dresser le portrait de Soumouépur, nous suivrons la chronologie politique de Marie, en commençant donc par le temps où Yardounlim y était roi, et dans un deuxième temps, en voyant ce qui s'est passé lorsque Marie a été annexée par Samsi-Adou. Pendant longtemps, l'identité de Soumouépur est restée inconnue. Son nom est apparu pour la première fois en 1955, lorsque Georges Dossin a publié l'inscription de fondation du temple de Shamash par Yardounlim. Dans ce texte, le roi de Marie expose comment il a été attaqué par trois rois yaminites installés sur l'Euphrate en amont de Marie, à Abattoum, Toutoul et Samanoum. Yardounlim remporta
la victoire sur eux et pour consolider son succès, il décida une expédition qui le mena jusqu'au Liban et à la Méditerranée. Nous avons vu que cette zone formait le territoire de parcours, en acadien ou plutôt en amorite Nigrum, territoire de parcours traditionnel des Yaminites. Et ce serait donc en les poursuivant après leur défaite sur l'Euphrate que Yardounlim aurait atteint le Liban. Et son inscription met l'accent sur l'aspect inédit de sa prouesse. Depuis les temps anciens, quand la divinité construisit Marie, aucun roi habitant de Marie n'avait atteint la mer, ni n'avait atteint la montagne de cèdre et celle de buis, les grandes montagnes. Et en relisant ce passage, eh bien, je me suis rendu compte qu'une lettre découverte dans une couche inférieure du palais de Marie en 1987 et que j'ai publiée dans FM5 en 2003 pourrait être rattachée à ce dossier. Un roi nommé Yarmidlim y réclame à Yardounlim l'envoi d'un tronc de buis de grande dimension. Manifestement, la nouvelle que du bois rare était à la disposition de Yardounlim s'était répandue chez les souverains voisins, et il me semble aujourd'hui que la mention du buis ne doit rien au hasard. La lettre a dû être écrite peu après cette expédition occidentale de Yardounlim. Dans l'inscription de fondation du temple de Shamash, Sumouépur est cité comme ayant aidé les trois rois qui s'étaient rebellés contre le roi de Marie. Et le texte mentionne, je cite, « les troupes de Sumouépur du pays de Yamrad ». Dessin avait décrit de ce fait Sumouépur comme, je cite, « un chef de bande qui loue ses services aux plus offrants ». Et ça n'est que plus tard, dans le répertoire de ARM 16, que Maurice Biraud avait, prudemment, suggéré que Sumouépur ait pu être roi du pays de Yamrad avant Yarimlim. Eh bien, en décembre 1982, j'ai réussi à déchiffrer un minuscule fragment d'une enveloppe de lettres qui portait l'empreinte de la légende de sceaux de Yarimlim. Et grâce aux légendes des sceaux des rois d'Alep ultérieurs, il est possible d'en reconstituer le texte complet. Yarimlim, fils de Sumouépur, roi du Yamrad, bien-aimé du dieu Addou. Sumouépur apparaissait ainsi comme le père de Yarimlim, ce qui a été confirmé par des textes publiés par la suite. Il est donc probablement à considérer comme le fondateur de la dynastie qui occupa le trône d'Alep, comme je l'ai dit, jusqu'à la conquête hittite dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Si l'on passe maintenant à l'époque où Marie était sous la domination de Samsi-Adou, eh bien, il faut s'intéresser à la chronique éponymale, texte essentiel qui a été publié par Maurice Biraud dans Marie IV et réédité par Nele Ziegler dans une étude qui va paraître dans quelques semaines. Cette chronique donne un résumé plus ou moins développé de l'événement marquant de chaque année. Et pour l'éponymie de Addou-Bani, c'est-à-dire l'année 1786, on peut lire « Sous l'éponymie d'Ibni Addou, le roi, donc Samsi-Adou, s'empara du pays de Mardaman, de Cherwounoum et de Khabouratoum. Puis, ayant construit Dour-Addou et Dour-Samsi-Adou dans le Dadmoum, c'est-à-dire le royaume d'Alep, il infligea une défaite à Sumouépur sur le chemin du retour, et puis la suite est cassée. Donc on a un premier épisode qui concerne l'est de la Haute-Mésopotamie, et on sait de façon sûre que Mardaman est localisé dans le Kurdistan à Bassetki. Pour le deuxième épisode, il n'existe pas de certitude absolue sur la localisation de Dour-Addou et Dour-Soumouadou, mais il est clair qu'il s'agit de deux forteresses installées en amont d'Imar, respectivement sur la rive gauche et la rive droite de l'Euphrate. Et selon Nele Ziegler, Samsi-Adou pourrait avoir renommé Dour-Soumouépur en Dour-Samsi-Adou, ville que, dans certaines lettres, il appelle « ma forteresse ». Ce faisant, il aurait mis le pied sur la rive droite de l'Euphrate, en territoire alépin.
Et nous savons que par la suite, Soumoépur reprit possession de ces deux places fortes, comme le montre ARM 1 43. Et c'est là-dessus que nous nous arrêterons concernant ces deux villes. Ensuite, eh bien, nous savons que Soumoépur a exaspéré son voisin méridional, le roi de Khatna, en lançant sans cesse des razzias. C'est ce que montre la lettre ARM 1 24 augmentée d'un joint. Et comme Samsiadou, à ce moment-là, n'avait pas encore conclu sa paix avec Eshnouna, eh bien, il essaya d'aider indirectement Ishriadou en organisant une coalition avec des rois de Carchemish et d'autres royaumes situés plus au nord, leur demandant d'interrompre leurs relations diplomatiques avec Alep et d'envoyer des troupes aider, au contraire, le roi de Khatna à lui résister. Une fois la paix avec Eshnouna conclue, Samsiadou put à son tour envoyer au roi de Khatna les soldats qu'il réclamait depuis longtemps, mais entre-temps, comme nous l'avons vu le 15 décembre, le roi d'Alep avait réussi à créer un second front au sud de Khatna. Et donc, c'est dans ces conditions qu'a eu lieu la campagne entre Liban et anti-Liban que nous avons pu reconstituer la dernière fois. Et nous avons vu que Yasmaradou n'avait pas pu participer à cette campagne parce qu'à ce moment-là, il a dû en conduire une autre contre un roi nommé Larim Numara, qui était le roi de la ville d'Appacha. On ne sait pas exactement où se trouvait cette ville, mais elle est à chercher dans la région du Haut-Balir. Et Larim Numra avait cru opportun de s'attaquer à la ville de Sarlala, autrement dit Zirlaloum, on a plusieurs variantes pour ce toponyme, ville qui appartenait au royaume de Haute-Mésopotamie, mais qui était située plus bas sur le cours du Balir. Au début de l'éponymie d'Awilia, Yasmaradou réussit à vaincre Larim Numra et il reçut à cette occasion une lettre de félicitations du roi d'Alep, que je vous cite, dit à Yasmaradou, ainsi parle Soumoépur, « J'ai entendu ta tablette que tu m'as fait porter et m'en suis fort réjoui. Tu m'as écrit l'affaire de la défaite de Larim Numara, comme quoi Ishmedagan et Yasmaradou se sont emparés du prince d'Appacha. Il faut maintenant que Larim Numara meure, que mes yeux le constatent pour que ma joie soit complète. Autre chose, on m'a dit, là où se trouve Larim Numara, il n'est pas mort. Maintenant, puisque tu as battu son armée, dépêche-toi d'aller chez lui, brise-lui le crâne et qu'il ne vous importune plus. » Donc, manifestement, Larim Numara avait réussi à se brouiller à la fois avec Samsiadou et Yasmaradou, d'un côté, et puis avec le roi d'Alep, Soumoépur, qui se montre ravi à l'idée d'en être débarrassé. Paradoxalement, les informations les plus abondantes que nous possédons à propos de Soumoépur concernent son décès. Soumoépur vient de mourir. Puisque tu séjournes à Toutoul, etc., voilà comment débute une lettre écrite par Samsiadou à son fils Yasmaradou. Passage bien frustrant. En effet, cette lettre, comme la très grande majorité de la correspondance à cette époque, ne comporte aucune indication quant à la date ou au lieu où elle a été écrite. Quand Soumoépur est-il donc mort ? De nombreux travaux ont été consacrés à ce sujet, qui ont opposé notamment Pierre Villard et Jesper Eidem, qui se répondaient l'un l'autre pendant des années, et la solution a été apportée par Nele Ziegler en 2003, lorsqu'elle a compris qu'il fallait intervertir l'ordre de deux éponymes. Nimersine aurait non pas suivi, mais précédé Adoubani. Et cette proposition a été confirmée 5 ans plus tard par la publication de la liste des éponymes G de Kultepe. Il existe désormais des preuves solides que la mort de Soumoépur est intervenue dans la seconde moitié de l'éponymie d'Awilia, donc 1779 avant notre ère. Au cours du 8e mois
de cette éponymie, un texte administratif découvert à Chagar-Bazar mentionne une vache donnée au messager de Yamrad, et ceux-ci étaient très probablement en route pour Shubat-Enlil afin d'apporter à Samsiadou la nouvelle de la mort de Sumouépur et de l'accession au trône de son fils Yarimlim. À ce stade, nous pouvons faire appel au témoignage d'un autre texte. Il s'agit d'une déclaration de Yarimlim, quelques années plus tard, transcrite dans une lettre envoyée d'Alep à Zimrilim par son chef barbier Darish Libour. C'est un bon exemple d'interprétation théologique du passé, la mort de Sumouépur étant interprétée par son fils Yarimlim comme une punition infligée par le dieu de l'orage. Yarimlim déclara: « Lorsque Sumouépur, mon père, craignait Dieu, il atteignait son objectif. Aucun autre roi ne pouvait lui être comparé. Mais lorsqu'il convoita ce que Addou avait donné à Samsiadou, mon père Sumouépur ne jouit pas de sa vieillesse, parce qu'il attaqua le pays de, et là on a une cassure, qu'Addou avait donné à Samsiadou, Addou le fit mourir. » Mourir et pas tuer. Vous m'excusez, j'ai oublié de corriger le texte qui est à l'écran. Cette tablette a été reconstituée par Jean-Marie Durand à partir de 5 fragments, comme vous le voyez sur la photo, mais le texte reste néanmoins incomplet par endroits, et il serait bien sûr intéressant de savoir quel territoire a été attaqué par Sumouépur. Très probablement, il s'agit ici des forteresses de Douradou, donc face à Dur-Samsiadou. Et donc, lorsque Sumouépur traversa l'Euphrate pour envahir le territoire de Samsiadou, il aurait été considéré par la suite comme n'ayant pas respecté la volonté du dieu. Et sa mort est clairement présentée comme conséquence de la colère divine. Par contraste, Yarimlim indique en effet, dans la suite de son discours rapporté dans la même lettre, « Jusqu'à présent, le cœur d'Addou n'a pas été en colère contre moi. » Nous n'avons aucune idée du sort précis qui a été réservé par le dieu de l'orage à Sumouépur, mais il fut certainement inattendu et peu glorieux, sinon son propre fils ne l'aurait pas décrit comme un pécheur, et la lettre ARM 1.91 donnait sans doute des détails, mais le passage est très endommagé. On peut lire « À Alep, on a tenu Sumouépur sur une civière, maintenant il ne vit plus. Aujourd'hui donc que Sumouépur, dans la cassure sans doute, est mort, etc. » Mais on ne connaît pas davantage de détails pour l'instant. Le roi est mort, vive le roi. Cette phrase s'applique aussi bien aux monarchies du Proche-Orient antique qu'à notre ancien régime. Nous ne disposons d'aucun témoignage direct sur l'accession au trône de Yarimlim, mais d'importantes négociations semblent avoir eu lieu immédiatement après cet événement. Comme vous le savez, les alliances à cette époque étaient de nature purement personnelle. Les soi-disant traités étaient en fait des serments prêtés par les rois, comme ils le disaient, tant que je vivrai, et donc à renouveler chaque fois qu'un des rois qui s'était engagé à l'égard de son homologue trépassait. Plus précisément, 8 textes découverts à Toutoul montrent qu'un nombre inhabituel d'ambassadeurs ont été envoyés à Samsiadou ou en sont revenus au cours des 3 derniers mois de l'éponymie d'Awilia. Et donc vous avez ici à l'écran ce ballet diplomatique. On voit des messagers de Carchemish qui sont restés le 7 du mois 10, qui se rendent ensuite à Mari et qui en reviennent le 14 et le 15 du même mois. Deuxièmement, 2 semaines plus tard, on voit une ambassade qui est composée de 2 hommes de Mari et de messagers de Katna qui sont en route pour Katna. On voit ensuite le 24 du 11e mois de la farine et de la bière donnée à des messagers de Carchemish et d'Alep qui viennent d'Alep et qui se rendent auprès du grand roi, donc Samsiadou en personne. 1 semaine plus tard, 5 messagers de Katna et 3 hommes de Mari qui viennent
de Catna pour se rendre auprès du roi. Le 14 du mois 12, on a 2 messagers de Catna et 2 hommes du roi qui sont arrivés et qui doivent se rendre à Catna, donc, qui viennent sans doute de Shubat-Enlil, si c'était là que Samsiadou résidait. Et une semaine plus tard, les mêmes personnes reviennent de Catna en direction du grand roi. Et Néle Ziegler a expliqué cette intense activité diplomatique comme le signe d'une alliance en cours de négociation entre Samsiadou, le roi de Catna et le roi de Carchemish, avec le nouveau roi d'Alep, Yarimlim. Et donc, ils auraient profité de la mort de Soumouepour pour négocier la paix avec son successeur. Eh bien, je peux aujourd'hui ajouter à ces éléments une lettre, encore inédite, qui a été écrite par Ikshud Apachou à Yasmaradou et que Néle Ziegler et moi-même devons publier dans un volume collectif prochainement. « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Ikshud Apachou, ton serviteur. Un messager de Yarimlim, fils de Soumouepour, accompagné d'Enlilipouche, est arrivé hier. Il a passé la nuit à Sagaratoum en ma présence. Aujourd'hui, il vient de partir pour rejoindre Monseigneur, que Monseigneur en soit informé. » Donc, a priori, une annonce concernant le passage de messagers qui a l'air assez banal, mais quand on y regarde de plus près, évidemment, ce qui est intéressant, c'est l'identité de l'expéditeur du messager. On nous dit Yarimlim, fils de Soumouepour. Alors, on n'avait plus besoin d'une confirmation supplémentaire du fait que Yarimlim était le fils de Soumouepour, mais le fait qu'il soit désigné de cette manière dans cette lettre prouve clairement qu'elle a été écrite juste après son accession au trône. Par la suite, tout le monde dit Yarimlim et il n'y a pas d'ambiguïté, il s'agit du roi d'Alep. Et donc, nous pouvons voir que l'une de ses premières actions a été d'envoyer un messager au roi de Mari. Qu'a fait ce messager? Eh bien, on peut penser qu'il était porteur d'une tablette. Eh bien, il y a plus. Parmi les lettres encore inédites trouvées dans le palais de Mari, il y a une lettre fragmentaire, mais dont l'adresse, entièrement conservée, est bien intéressante. Ayasmaradou dit « Ainsi parle Yarimlim, ton frère. Tu as l'intention de faire quelque chose d'inapproprié. » Là, la restitution n'est pas tout à fait certaine. Ensuite, on a 2 lignes endommagées, et puis la fin de la face et le début du revers sont cassés, le restant du revers étant un épigraphe. Donc, là encore, une lettre qui peut sembler bien frustrante, puisque son contenu est en grande partie perdu, mais le simple fait que Yarimlim ait écrit à Yasmaradou est significatif. Et donc, on peut supposer que c'était dans le cadre des négociations qui ont suivi son accession au trône. Et si on va encore un peu plus loin, on pourrait bien supposer que c'est cette tablette qui a été apportée par le messager mentionné dans la lettre d'Ikshud Apachou que j'ai citée tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Yarimlim s'adresse à Yasmaradou en tant que frère, manifestant ainsi son amitié et sa considération à l'égard du roi de Mari qu'il traitait sur un pied d'égalité. Que s'est-il passé maintenant à l'avènement de Yarimlim? Alors on a vu l'année dernière à l'avènement de Zimrilim. Nous avons vu l'année dernière comment Zimrilim, héritier de Yardunlim, a profité de la mort de Samsiadou pour reprendre possession du royaume de Mari. Et par la suite, Zimrilim a fait plus d'une fois allusion à l'aide qu'il avait alors reçue de Yarimlim. Mais peu après qu'il soit monté sur le trône, Zimrilim avait reçu des offres d'alliance insistantes de la part du roi d'Eshnouna, Ibalpiel II. C'est ce que raconte une lettre d'un certain Yatar Kabkab. « Dis à mon seigneur, ainsi parle ton serviteur, Yatar Kabkab. Monseigneur m'avait dit ceci à propos d'Eshnouna. Lors de ton voyage en amont, quand tu te trouveras en présence de Yarimlim, tu lui parleras ainsi à propos d'Eshnouna. » Et donc ici, on a le discours de Zimrilim tel que son ambassadeur à Alep doit le prononcer
devant Yarimlim. Le roi d'Eshnouna ne cesse de m'envoyer des messages en vue d'une alliance. Une première fois, il m'a envoyé un messager. Je l'ai renvoyé à la frontière même. Il m'en a envoyé une deuxième fois et je l'ai renvoyé à la frontière même. Et par la suite, un dignitaire est venu et je l'ai renvoyé à la frontière même en disant comment, à l'insu de Yarimlim, y aurait-il alliance avec Eshnouna. Or, reprend Yatarkab-Kab, comme je lui eus tenu ses propos, donc c'est le roi d'Alep Yarimlim, me répondit en ces termes. Si le roi d'Eshnouna n'a plus les désirs d'antan qui lui faisaient dire « voici où est ma frontière », alors qu'il ne fasse plus aller de troupes en amont. En attendant, lui, c'est-à-dire Zimrilim, doit mettre en prison les messagers qui ne cessent de venir en amont. Et Yatarkab reprend la parole. Cet homme, donc Yarimlim, ne désire pas une alliance avec Eshnouna en disant « Ne suis-je pas mieux pour lui, c'est-à-dire Zimrilim, qu'Eshnouna » Ou encore « N'ai-je pas de troupes équivalentes à celles d'Eshnouna » Quant à cette ville dont son ennemi, c'est-à-dire Eshnouna, dit « Cette ville est notre ennemi commun », moi, je vais venir avec mes troupes et je rendrai cette ville à son pouvoir. Alors cette ville dont il est question à la fin de la lettre, c'est assez vraisemblablement Karat, dont la conquête par Zimrilim, peu après, fut en effet un événement marquant. Et vous notez la construction particulière de cette lettre. L'auteur ne fait qu'y rapporter les propos de Zimrilim qu'il était chargé d'exposer au roi d'Alep, puis la réponse que lui fit ce dernier, et j'ai essayé, par la mise en page, de souligner l'emboîtement de citations dans les citations qui est particulièrement élaboré. Mais les propos, il faut l'avouer, sont assez elliptiques, tout simplement parce que Zimrilim savait bien de quoi il était question, et il nous faut toute notre connaissance du contexte politique de l'époque pour arriver à comprendre la suite des discours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vérifier la véracité des informations qui sont énoncées dans cette lettre. En effet, dans les textes de dépenses d'ovins scellés par Askoudoum, qui datent des premiers mois du règne de Zimrilim, on trouve des messagers echnounéens par 3 fois, le 19 du mois 10, le 1er du mois 11 et le 17 du mois 11. Et il existe en outre un texte de dépenses de bière qui est daté du 15 du mois 11 et qui mentionne un messager echnounéen. Finalement, une alliance a bien été conclue entre Zimrilim et le roi d'Alep, comme le montre une lettre de Yarimlim. Le roi d'Alep y traite de plusieurs sujets et l'avant-dernier paragraphe est ainsi rédigé. Au sujet du serment par les dieux, à propos duquel tu m'as écrit, établissons les modalités du serment par les dieux, ou bien, il y a une petite cassure qui fait hésiter sur la restitution, renouvelant le serment par les dieux. L'important, c'est ce qui suit. Je veux bien être ton allié, et toi, sois mon allié. Lorsqu'il y aura le feu au Yamrad, viens l'éteindre, et lorsqu'il y aura le feu dans le royaume de Marie, je veux bien venir l'éteindre. Donc on voit que c'est le roi de Marie qui venait de monter sur le trône, qui écrivit d'abord pour demander la conclusion d'une alliance, et les termes en sont fixés par le roi le plus ancien, c'est-à-dire le roi d'Alep, selon la coutume de l'époque, et on voit qu'en l'occurrence, la formulation de l'engagement est réduite au minimum, une déclaration d'alliance et l'assurance d'aide militaire réciproque en cas d'attaque par un tiers. Il faut ajouter que, d'un point de vue symbolique, Zimrilim reçut les armes du dieu Adou qui était censé avoir procuré au dieu de l'orage la victoire dans son combat contre la mer, selon un mythologème qui est bien connu, qui s'est retrouvé par la suite dans le texte ougaritique du combat de Baal contre Yam et qui a été transposé dans la mythologie mésopotamienne avec le combat de Marduk contre Tiamat. Eh bien, ces armes, elles ont été signalées comme arrivant dans le temple de Dagan de Terka et on peut très légitimement penser qu'elles ont servi au couronnement du nouveau roi de Marie, signifiant donc l'alliance qu'il avait conclue avec le roi d'Alep.
Il reste encore un texte très intéressant à étudier, mais j'ai choisi d'en faire le sujet de ma communication au colloque de juin prochain. Donc, notez bien sur vos agendas les dates des 18 et 19 juin auxquelles aura lieu ce colloque, et d'ici là, suspense. On passe maintenant à un dossier qui est bien connu, c'est celui du mariage de Zimri-Lim avec la princesse alépine Shiptou. On a déjà dit bien souvent que les alliances étaient suivies par des mariages diplomatiques, et en l'occurrence, donc, Yarim-Lim a donné à Zimri-Lim sa fille Shiptou en mariage. Nous avons déjà étudié cela lors du cours du 17 février de l'année dernière, et donc ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, je me permets de vous renvoyer à la vidéo de ce cours. Je rappellerai rapidement que le roi de Mari chargea le devin Askoudoum et le chef de musique Rishia de se rendre à Alep pour apporter la terchatoum, donc le contre-don, au roi Yarim-Lim, et pour célébrer une sorte de mariage par procuration. Et je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur les informations que les lettres des deux envoyés du roi de Mari nous donnent à cette occasion sur le royaume d'Alep. Quand les émissaires mariotes arrivèrent à Alep, Yarim-Lim fit pression pour que le mariage soit célébré sans délai, car sa mère, Sumuna-Abi, était gravement malade. Et en cas de malheur, la cérémonie aurait dû attendre la fin de la période du deuil. Alors on voit ici un exemple du rôle très important occupé par les reines-mères dans les royaumes syriens, et on aura l'occasion, la semaine prochaine, d'en voir d'autres exemples. La lettre dit ceci: Yarim-Lim nous a entrepris en ces termes: vous avez apporté le présent Bibloum, mais ma mère est malade et j'ai peur qu'un malheur ne se produise dans mon palais. Aussi, vous n'avez plus que peu de temps. Alors, vous me direz, tout ça c'est restitué, mais c'est restitué parce qu'on a d'autres lettres dans lesquelles on nous dit de manière assurée que la reine-mère est morte. Donc, si elle est et qu'on a peur que se produise dans le palais, eh bien, il y a peu d'autres possibilités que celles que j'ai indiquées ici. Et donc, les envoyés de Zimri-Lim continuent en disant: c'est pourquoi nous nous sommes dépêchés d'offrir le présent Bibloum que notre Seigneur nous avait fait porter, et nous avons déposé les voiles sur la fille. Donc, geste symbolique par excellence du mariage, c'est l'imposition d'un voile sur la tête de la nouvelle épouse, et on possède d'autres attestations de ce fait, et les envoyés mariotes poursuivent leur lettre. 2 jours après que nous avons offert le présent Bibloum, Dame Sumuna-Abi est allée à son destin. Là, le passage est conservé, et l'expression est bien connue pour signifier mourir. Le roi Yarim-Lim nous a fait dire par Tab Balati: allez, et voyez toutes mes villes fortes ainsi que mes résidences. Nous, de nous interroger et d'écrire au roi: pourquoi notre Seigneur nous a-t-il envoyé ce message? Allez et voyez toutes mes villes fortes ainsi que mes résidences. Voilà ce que nous avons répondu. Donc, vous voyez le contraste avec le début de la lettre. Alors que Yarim-Lim avait accueilli personnellement les envoyés de son futur gendre à leur arrivée, cette fois-ci, il passe par un intermédiaire. Et nous savons par ailleurs que ce Tab Balati était le premier ministre du roi d'Alep. Donc, les envoyés ont du mal à s'expliquer cette mise à l'écart, mais malgré leur protestation, ils ont dû obtempérer. Et leur rapport continue. Par la suite, nous avons écrit ceci: Dame Sumuna-Abi n'était-elle pas notre reine? Si nous n'avons pas de siège par devant notre Seigneur, c'est-à-dire le roi d'Alep, et que cette affaire soit apprise à Marie, assurément ce sera fâcheux, mal pris par ton gendre. On ne sait pas ce qu'il y a dans la cassure exactement. De plus, il faut que les serviteurs de ton fils, c'est-à-dire Zimri-Lim, aient un siège avec nous. Et à cela, il ne nous a pas répondu. Et finalement, Askoudoum et Rishia obtempèrent et ils reviennent 2 semaines plus tard, 2 semaines étant la durée du deuil dans un certain nombre de cas. Et la lettre, ARM 2611, montre qu'ils firent des présents
au roi Yarimlim, à son épouse Gachéra et à la jeune mariée Shiptou, qui était manifestement restée pleurer sa grand-mère. Et puis, on voit ensuite Askoudoum et Rishia souhaiter quitter Alep très vite après le sacrifice du Riyaroum, une des fêtes majeures du calendrier cultuel alépin, mais dont on ignore la date dans le calendrier de Marie, et on a des détails sur le trajet de retour, mais qui n'est pas aujourd'hui notre sujet. Ce que je voudrais maintenant, c'est étudier une lettre très intéressante qui a déjà été citée par Georges Dessin, mais qui n'a été publiée qu'en 2019 par Jean-Marie Durand dans ARM 33. Elle a été écrite à Zimrilim par un dignitaire qu'il avait envoyé à Alep et qui fut retenu au moment où, sa mission accomplie, il pensait pouvoir rentrer à Marie. Vous avez au début une cassure qui correspond à l'adresse de la lettre, et après ça, on lit ceci. « J'ai parlé à Yarimlim de mon départ. Voici ce qu'il m'a répondu. Hamoud Pi-Ila, le roi de Katna, va venir à Alep. Nous allons instaurer de bonnes paroles entre moi et lui, un serment par le Dieu et des liens forts. Donc, sois présent aux propos que nous allons tenir, rapporte-les à Zimrilim. Voilà pourquoi je t'ai retenu, indique le roi d'Alep. » Et dans la fin de la lettre, qui est mal conservée, il est question de bijoux. Alors, qui pourrait bien avoir envoyé cette missive ? Jean-Marie Durand avait écrit « L'auteur de la lettre pourrait être Soumrou Rabi ou Rishia, voire Askoudoum ». Eh bien, j'ai une autre suggestion. Il pourrait bien s'agir d'une lettre de Darish Libour, dont on possède déjà plusieurs lettres écrites depuis Alep au moment où Zimrilim demanda l'extradition de chefs yaminites. Je vous en ai montré une tout à l'heure à l'écran, et la lettre que je viens de vous lire a un ductus qui est assez semblable, même si sa taille est plus petite. Alors je ne reviendrai pas sur l'affaire de l'extradition des chefs yaminites. Ceux d'entre vous que cela intéresse peuvent revoir la vidéo de ma communication au colloque d'avril 2013. Mais quoi qu'il en soit, cette lettre est importante parce qu'elle montre que la réconciliation entre les deux capitales, déjà opérée, se confirma à ce moment. Et donc, on avait eu un affrontement entre Katna et Alep du temps où Ishriadou et Soumouépour en occupaient respectivement le trône. On a vu qu'au moment de l'avènement de Yarimlim, les relations semblaient s'être améliorées, mais à la mort du roi de Katna, il fallait conclure une nouvelle alliance, et donc on voit que, vraisemblablement peu après l'avènement d'Hamoud Pi-Ila ou Hamoud Pi-El, eh bien, le roi Yarimlim souhaitait établir avec lui une alliance, et il souhaitait que l'envoyé de Zimrilim en soit témoin. Arrivé à ce point, il faut souligner la puissance qui était reconnue de son temps au roi d'Alep Yarimlim, et donc rappeler la fameuse lettre d'Itourazdou qui indique « Il n'y a pas de roi qui soit puissant à lui seul. 10 ou 15 rois marchent derrière Hammurabi, le sire de Babylone, autant derrière Rimsin, le roi de Larsa, autant derrière Ibalpiel, le sire d'Eshnouna, autant derrière Hamoud-Piel, le sire de Katna. 20 rois marchent derrière Yarimlim, le sire du Yamhad. » Et on sait que le roi de Marie réunissait ses vassaux dans sa capitale pendant l'hiver au moment de ce qu'on appelle le sacrifice d'Ishtar, qui constituait le point culminant de l'année cultuelle, mais aussi politique. Et donc, Itourazdou encourageait certains des vassaux à rejoindre Marie pour que le roi Zimrilim puisse compter le nombre des souverains qui marchaient derrière lui, pour reprendre l'expression d'Itourazdou. Et il fallait donc que Zimrilim puisse être comparé aux principaux rois de l'époque, mais ce qui est remarquable, bien sûr, c'est que par rapport à tous les rois qui sont mentionnés, on donne davantage de vassaux pour le roi Yarimlim, censé en avoir une vingtaine. Alors la question est de savoir qui pouvaient bien être ces 20 rois qui marchaient ainsi derrière Yarimlim. On va aujourd'hui en voir un, et puis nous aurons l'occasion de développer ce point la semaine prochaine. Le roi
dont je voudrais vous parler maintenant, eh bien, c'est tout simplement le roi d'Ougarit. À l'occasion du 90e anniversaire de la découverte d'Ougarit, j'avais fait le point, le 15 novembre 2019 à l'Académie, de ce que nous savions sur un déplacement spectaculaire qui conduisit le roi Zimrilim depuis Mari sur le Moyen-Euphrate jusqu'à Ougarit, au bord de la Méditerranée, un déplacement qui a duré plus de 5 mois, de la fin de la 9e année de Zimrilim au milieu de l'année suivante, c'est-à-dire au printemps de l'année 1765, et je voudrais revenir sur certains aspects de ce dossier. Il est certain qu'Ougarit constitua le point le plus éloigné du déplacement entrepris par Zimrilim, et cela pose deux questions. Est-ce qu'Ougarit a constitué le véritable but du voyage du roi de Mari, et quelle a été la nature exacte de ce déplacement? Alors, différents textes permettent d'aboutir à une conclusion très nette. Tous les documents antérieurs au séjour à Ougarit font allusion à un départ du roi de Mari pour le Yamrad, et les deux seules lettres qui font allusion à un déplacement de Zimrilim à Ougarit ont été écrites pendant ou après le séjour du roi dans cette ville. Autrement dit, Ougarit n'était pas à l'origine le but précis du déplacement de Zimrilim, mais il s'agissait d'un déplacement vers le royaume d'Alep. Les raisons de ce qu'on a appelé le voyage de Zimrilim à Ougarit sont longtemps restées assez obscures, et je ne vous ferai pas l'historiographie du sujet. Ce qui me paraît important, c'est de le mettre en rapport avec un nom d'année qui n'est connu que par un seul texte et qui a cette formule « année où Zimrilim est allé en renfort du Yamrad », Tillut Yamrad. Donc, il s'agissait d'aller dans le royaume d'Alep au titre de l'alliance que le roi de Mari avait contractée avec son beau-père Yarimlim environ 9 ans auparavant. Et donc, il faut essayer de voir quelle était la nature du conflit qui a conduit le roi d'Alep à demander à son gendre de lui apporter son soutien. Le point de départ figure dans un texte administratif comptabilisant des dépenses d'argent. Une des entrées indique un anneau d'argent de 10 cycles pour Koukan, le porteur de bonnes nouvelles yamradéen, lorsque Yarimlim remporta une victoire sur Hamitibal. Texte daté du premier jour du mois 12, sans nom d'année, mais il s'agit sûrement de l'année 9 de Zimrilim. Et on a d'autres détails sur la défaite de ce Hamitibal, dont le nom apparaît sous une forme variante Hametibil, qui sont donnés par une lettre du général Mariotte Lamael. Voici le passage essentiel du document. « J'ai établi la grande renommée de mon Seigneur auprès du roi auquel tu m'as envoyé, c'est-à-dire Yarimlim, et voici ce que ses serviteurs et tout le pays racontent. C'est bien Zimrilim qui a pris la ville d'Azara et l'a donnée à Yarimlim. Que mon Seigneur se réjouisse de cela. Avant que la troupe de mon Seigneur ne me rejoigne, le remblai considérable que j'avais entassé a empêché la ville de résister. 2 jours avant l'arrivée des troupes, Hametibil, les habitants de la ville et Yarimlim ont prêté serment par le Dieu, et il a fait sortir Hametibil et il l'a déporté. Puis Yarimlim a détruit la ville d'Azara. » La formule employée ici, c'est bien Zimrilim qui a pris la ville d'Azara et l'a donnée à Yarimlim, ne signifie nullement que le roi de Mari ait été présent. Parce que si tel avait été le cas, la lettre n'aurait pas eu de raison d'exister. Mais c'est grâce aux troupes mariottes que la ville est tombée. Alors la lettre de Lamael pourrait donner l'impression qu'il était le seul général Mariotte envoyé auprès de Yarimlim, puisqu'il indique que la reddition de la ville eut lieu avant que la troupe de Monseigneur ne me rejoigne, mais il faut plutôt comprendre qu'il y a eu une troupe supplémentaire, et nous savons en effet que Zimrilim a empêché
dépêché une deuxième armée commandée par Yanciboum. Et là encore, on possède le rapport de ce général qui indique que Zara s'est rendu alors même qu'il arrivait sur les lieux. Dès que je me suis approché, la ville d'Azara a promis de faire la paix. À présent, je me suis retiré, ma troupe va bien, je vais bien, j'ai fait porter la présente tablette à Monseigneur depuis Harouna. Donc il est remarquable de voir qu'on a le témoignage de deux généraux mariotes différents et qui permettent de reconstituer une image cohérente de la situation. Alors où se trouvait Azara ? Selon une suggestion de Nele Ziegler, il pourrait s'agir de Kalat al-Rouani. C'est un site de 5 hectares qui a été fouillé entre 2008 et 2010 par une mission dirigée par Jesper Eidem et qui est situé sur le Sadjour, donc un affluent de rive droite de l'Euphrate, à 15 km en amont du confluent. La couche datant du bronze moyen a été détruite par le feu, ce qui pourrait correspondre à ce qu'on sait de la fin d'Azara, mais évidemment n'est pas suffisant pour une identification. On doit prendre en compte un autre argument. Si Azara se trouvait sur la rive gauche de l'Euphrate, eh bien, les archives de Marie devraient en fournir de plus nombreuses attestations. En revanche, la région, donc vous avez ici l'Euphrate, la région qui est située sur la rive droite de l'Euphrate, eh bien, est beaucoup plus rarement mentionnée. Alors, à partir du moment où on voit que, dès le début du mois 12 de l'année 9, Yarimlim avait remporté cette victoire sur Azara, la question se pose, pourquoi est-ce que Zimrilim a dû quand même partir aider son allié ? Eh bien, il faut croire que tout n'était pas réglé. Autrement dit, au début du mois 12, Yarimlim remporte une victoire sur Hamitibal. Le général Mariotte Lamaël met le siège à la ville et Hamitibal se rendit en apprenant que d'autres troupes mariottes approchaient, mais cela n'aurait constitué qu'un épisode d'une révolte plus étendue que le roi d'Alep devait affronter. Et de fait, il est possible de relire le début du soi-disant voyage de Zimrilim comme le début d'une campagne militaire. Alors, on voit d'abord l'importance des consultations oraculaires préalables, je n'insiste pas sur ce point. On voit que le roi fit étape à Sagaratum, moment où on dressa des inventaires, certaines sommes d'argent qui ont été réparties dans des sacoches données à des dignitaires, et puis a été à ce moment-là rédigée une grande tablette qui enregistre le décompte de l'armée mariotte, et elle montre qu'il y eut 4145 soldats qui partirent contre seulement quelques centaines de soldats qui sont demeurés dans différentes garnisons pour assurer la sécurité du royaume. Et pendant que Zimrilim réunissait son armée propre, ses vassaux en Haute-Jésirée faisaient de même. On a une lettre de Hayasumu qui le montre, et on en a la confirmation par une lettre postérieure d'Iturazdou qui rappelle: auparavant, lorsque Monseigneur était allé à Ougarit et que les troupes de l'Ida Maratz étaient parties avec Monseigneur, les troupes du Soumoun se sont débandées, etc. Donc on voit bien qu'il y a l'idée qu'on a dégarni la région de troupes pour aller jusqu'à Ougarit. Grâce à une quarantaine de textes administratifs consacrés à la comptabilité des cadeaux reçus et offerts en route par le roi de Marie, on peut reconstituer de manière très précise l'itinéraire qu'emprunta Zimrilim, avec une étude fondatrice qui a été effectuée par Pierre Villard et qu'on peut aujourd'hui compléter sur certains points. Donc, je ne vais pas revenir sur le trajet qui permit à Zimrilim de monter de Marie à Kirdahat. C'est là qu'il a rencontré Hayasumu et qu'il a pris la tête de l'armée réunie par tous les vassaux de l'Ida Maratz. 6 jours plus tard, donc le 19 du premier mois de l'année 10, eh bien, Zimrilim se trouvait à Yakaltum, l'actuel Tel Mumbaka. Donc, il a parcouru 250 km en 6 jours, avec des étapes quotidiennes de 40 km, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas infaisable.
Et on sait qu'à Yakaltoum, l'Euphrate pouvait être assez aisément traversé. Donc c'est là que Zimrilim et son armée ont franchi le fleuve. Pour la suite, eh bien, j'ai proposé de repenser la localisation des étapes qui séparent Yakaltoum d'Alep. On a d'abord Hakulan, ensuite Yabuchum et finalement Zalpar Shah-Maririm. Donc, je pense que ce sont trois étapes qui se situent dans le territoire du royaume d'Alep et de façon très significative d'ailleurs, c'est à Hakulan que Zimrilim a offert pour la première fois de nombreux présents au roi et à la reine d'Alep et il en a reçu d'autres en échange. Et plus encore, on a un texte qui nous parle d'une rencontre, Nanmurtum, entre les deux rois dans le temple de Dagan de Hakulan. Donc on peut penser que les souverains ont fait chanter un Te Deum, si vous me pardonnez l'anachronisme, dans ce temple pour célébrer leur victoire commune contre Azara, qui se situait vraisemblablement, donc vous voyez, à une cinquantaine de kilomètres plus au nord. Le premier jour du mois suivant, Zimrilim procédait à une offrande au temple de Hadou d'Alep, et la liste mentionne ensuite des présents offerts à Yarimlim, et puis on a d'autres listes qui récapitulent des quantités d'étain qui ont été offertes à Alep. On voit 9 talents pour Yarimlim, 1 talent et demi pour Gachéra, son épouse, 30 mines pour Hammurabi, le prince héritier, 16 mines pour Tabbalati, le premier ministre, et 8 mines pour Sinabushu, qui était un autre ministre. Alors, on ne connaît pas exactement les dates du séjour de Zimrilim à Alep, mais ça n'a pas duré plus que quelques jours, et très vite, Yarimlim et Zimrilim se sont mis en route vers Ougarit. Et le trajet qu'avait proposé Pierre Villard, avec les 3 étapes de Muzunum, Layashum et Khazazar, ça tient toujours. Et finalement, donc, Zimrilim arriva à Ougarit. Sa présence est attestée du 23 du mois 2 jusqu'au 22 du mois 3, donc pendant un mois entier. Nous savons que le roi Yarimlim a été pendant tout ce temps-là avec lui, puisqu'ils sont repartis ensemble. Alors, on a un fragment de texte comptable qui mentionne un bijou offert à Gachéra à Ougarit lorsqu'ils ont dîné sous la tente. Mais il ne faut pas s'imaginer un séjour de vacances au bord de la mer, même si la plage de l'Ataquié, à la belle époque, peut être considéré comme un endroit agréable lorsque la paix y règne. Ce qui est sûr, et qui pour nous est une chose très intéressante, c'est que ce séjour a été l'occasion d'un contact entre Mariotte et des Crétois. Mais ça n'a pas suffi pour remplir l'agenda de Zimrilim pendant un mois. Et par ailleurs, il faut tenir compte de 2 faits. D'une part, Zimrilim était toujours accompagné par quelques milliers de soldats, mais surtout, nous ne possédons pas une seule mention de cadeau fait au roi d'Ougarit ou offert par lui. Et c'est d'autant plus étonnant que ont été enregistrés des envois de jarres de vin par les chefs de villages proches d'Ougarit, Outnaoum ou encore Oulmé. En revanche, il n'y a pas une seule allusion dans le dossier au roi d'Ougarit dont le nom ou même le titre n'apparaissent pas une seule fois. Or, le nombre de textes à notre disposition pour ce dossier est tel qu'on peut, de façon sûre, exclure le hasard des découvertes. Et donc, une seule hypothèse permet à mes yeux de rendre compte de toutes ces données. Yarimlim et Zimrilim sont venus jusqu'au bord de la Méditerranée pour châtier une rébellion du roi d'Ougarit, comme il l'avait fait précédemment avec le roi d'Azara. Ils ont commencé par Azara au nord, parce que c'était plus proche d'Alep, et puis donc des armées de Marie avaient été envoyées, Zimrilim n'est arrivé qu'après, donc
Zimrilim n'a pas eu besoin d'aider à la prise d'Azara, c'était déjà fait, et on célèbre la prise d'Azara à Hakulan, et ensuite on fonce vers le sud-ouest pour mettre à la raison le roi d'Ougarit. Et il ne faut pas s'étonner que cet événement, le châtiment du roi d'Ougarit, n'ait pas laissé de traces positives, parce que si vous revoyez le cas d'Azara, précisément, on est informé parce que Zimrilim n'était pas sur place. Mais à partir du moment où le roi de Mari se trouve à faire le siège d'Ougarit avec le roi d'Alep, plus personne ne lui écrit, et donc, eh bien, tout simplement, on n'a pas de texte. Quel a été le sort d'Ougarit ? Sur le modèle de ce qui s'est passé à Azara, on peut supposer que son roi a été déposé, mais il est peu vraisemblable que la ville ait été détruite, puisque un nouveau roi est mentionné 2 ou 3 mois plus tard dans une lettre du roi d'Alep Hammurabi à Zimrilim. La conclusion à tirer de cet épisode est importante. Si le roi d'Alep a eu besoin du secours des armées de Mari pour venir à bout de la rébellion du roi d'Ougarit, c'est que la puissance d'Ougarit était alors loin d'être négligeable, et son rôle dans le commerce méditerranéen, avec la Crète notamment, explique sûrement en bonne partie cette force. Je voudrais, pour terminer, m'introduire dans l'intimité du couple royal d'Alep, et parler des relations de Yarimlim avec son épouse Gachéra. Nous ne connaissons aucune autre épouse de Yarimlim, et Gachéra, dont l'origine ne nous est pas connue, apparaît surtout dans des documents comptables à la suite de Yarimlim, comme envoyant des présents à Zimrilim ou en recevant de son gendre, et c'est après la mort de son mari qu'elle joue un rôle plus important que nous verrons la semaine prochaine. Alors, on voit que Yarimlim eut également de l'attachement pour certaines musiciennes qui ont été assurément ses favorites, et on voit ainsi une certaine Nikmi Lamassi qui est désignée comme musicienne de Yarimlim, qui reçoit des présents à côté du roi et de la reine à Ougarit. Mais Yarimlim semble ne pas avoir été satisfait simplement par Nikmi Lamassi, parce qu'il eut d'autres désirs que révèle une lettre que Zimrilim écrivit à Gachéra. Dit à Gachéra, ainsi parle Zimrilim. « Naguère, tu m'as écrit de ne pas donner à Yarimlim d'Ushuba, la musicienne. Pour moi, voici la réponse que je t'avais faite. Si je la donne à quelqu'un d'autre, alors Yarimlim ne se fâchera-t-il pas contre moi ? Voilà ce que je t'avais écrit. Lorsque je suis arrivé à Mari, toi, tu avais envoyé sans discontinuer maintes lettres, et voilà que tu en as encore envoyé une à ta fille. J'ai donc appris ce que tu avais écrit à ta fille Shiptou, qu'il fallait la refuser, c'est-à-dire refuser de donner d'Ushuba. Je ne donnerai pas cette femme à Yarimlim, je la donnerai à Aplahanda, qui était le roi de Carchemish. Calme-toi en ce qui concerne cette femme, ne t'inquiète plus d'aucune façon à son propos. Or, si jamais Yarimlim se fâche à cause d'elle et qu'il écrive quoi que ce soit, moi je répondrai par un subterfuge en ces termes. Ce n'est pas parce que Gachéra m'a écrit de ne pas donner cette femme que je ne l'ai pas donnée. En fait, c'est qu'Aplahanda l'avait réclamée et que je la lui ai donnée. Fais-moi une seconde demande de chanteuse et je te la donnerai. Donc, pour l'heure, ne me déteste pas pour ce motif. Donc on voit que, manifestement, Gachéra était jalouse de cette D'Ushuba. On peut supposer qu'il s'agissait d'une musicienne de Zimrilim que son époux avait remarqué au moment du siège d'Ougarit. Et donc Yarimlim a demandé au roi de Mari de lui en faire présent, et ça, des demandes de musiciennes entre rois, c'est quelque chose pour lequel nous avons pas mal de parallèles. Mais Gachéra, qui eut vent de cette demande, n'était pas d'accord, et pour obtenir satisfaction, elle passa par l'intermédiaire de sa fille Shiptou,
qui manifestement sut convaincre son époux, et pour éviter de faire au roi d'Alep un affront, donc vous voyez que Zimrilim eut recours à un subterfuge, dire qu'il avait déjà promis cette femme au roi de Carchemish, mais qu'il donnerait volontiers au roi d'Alep satisfaction avec une autre musicienne, et nous verrons la forte personnalité de Gachéra encore la semaine prochaine, puisque lundi prochain, nous allons poursuivre les portraits des rois d'Alep avec celui d'Hammurabi, le fils de Yarimlim, et ses successeurs, ainsi que de membres de leur entourage. Et je vous remercie de votre attention.